Ce webinaire va être enregistré. Alors évidemment, cette question d'employabilité des femmes est d'autant plus d'actualité que le Covid a durement touché toutes les personnes, tous les êtres humains à travers les pays, les continents. Les gouvernements ont dû faire face, les entreprises ont dû y faire face. Et nous, les femmes, on a été particulièrement touchés par cette épidémie de Covid-19 comme tout le monde sur la planète. Les impacts ont été considérables et ont dû effectivement, par conséquent, on a vu énormément de réorganisation, de télétravail, de modification de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et puis les femmes, par rapport à ces multiples tâches, à leurs multiples responsabilités, elles se sont vues notamment voire affectées au niveau de leur employabilité, au niveau de leur gestion de carrière. Alors bien évidemment, les entreprises marocaines ont dû s'adapter, comme toutes les entreprises à travers le monde, pour aussi être flexibles et tirer aussi leurs conclusions et activer des choses, trouver des solutions pour à la fois les hommes et les femmes qui y travaillent. Cette initiative, cette plateforme qui a été initiée il y a quelque temps entre la CGEM et l'IFC verra chaque mois régulièrement la mise en place d'ateliers, de workshops, de webinaires comme celui-ci pour promouvoir la question de la diversité, de l'égalité et les questions relatives au genre. Bien évidemment, cet événement fait partie d'une série qu'on a choisi, que l'IFC et la CGEM ont choisi de nommer sous le hashtag Morocco for Diversity. Donc, j'inviterai les panélistes, mais également les personnes de l'audience, à chaque fois à y faire référence à l'hashtag Morocco for Diversity pour émettre leurs questions ou faire leur feedback ou réagir par rapport à la conférence. Alors, bien évidemment, on a la chance aujourd'hui d'avoir 4 panélistes de talent, 4 panélistes qui ont des carrières et des backgrounds absolument formidables, qui font notre fierté au Maroc. Donc, 4 panélistes que je vais présenter dans quelques instants. Et puis, chacune va apporter son expertise, son savoir-faire, son savoir-être au développement de la question de la diversité. Comme je le rappelle, aujourd'hui, nous avons choisi un titre fort, la question des femmes et des secteurs et des emplois non conventionnels. Par non conventionnels, on veut dire des emplois et des secteurs à prédominance masculine. Et puis, il y a des véritables enjeux pour tout le monde, à la fois pour les organisations qui sont représentées aujourd'hui et qui sont considérées comme des leaders mondiaux et des leaders nationaux dans la question de la promotion de la diversité. Il y a des challenges, il y a des défis à relever tous les jours. Aujourd'hui, les 3 entreprises représentées ont choisi de partager avec nous leur expérience, mais aussi leurs difficultés, mais aussi les plans d'action qu'ils ont menés et les résultats qu'ils ont eus. Évidemment, c'est un chantier de tous les jours, c'est un chantier qui continue de se peaufiner au quotidien. Donc, cet éclairage, on l'aura avec l'intervention de nos 3 expertes que je présenterai dans quelques instants. Auparavant, nous avons l'intervention d'une experte d'ONU Femmes, Annalise, qui va nous apporter un éclairage global par rapport à un rapport qui vient d'être édité la semaine dernière. Elle va partager avec nous des chiffres, des concepts, des faits sur ces questions d'emploi genré. Donc, je sais que les personnes nous rejoignent petit à petit. Nous serons ensemble pour la durée d'1h30. Posez vos questions. D'ores et déjà, par chat, nous les poserons à nos panélistes, à nos 4 panélistes à la fin de la session, mais posez-les à chaud au fur et à mesure que l'on parle. Vous êtes les bienvenus. Nos 4 panélistes, je vais les présenter donc dans quelques instants et puis les introduire petit à petit. Nous avons avec nous, et la première intervention sera faite par Madame Sophie Lambert, analyste de ONU Femmes, qui va nous présenter pendant une vingtaine de minutes, comme je vous ai dit, toutes les questions relatives à l'emploi des femmes au Maroc. Ensuite, nous avons 3 panélistes, comme j'ai dit, 3 brillantes dames du monde de l'entreprise, du monde corporate. Je commence par Madame Malika Yousfine, qui est directrice des ressources humaines, de la communication, de la RSE, membre du CODIR au sein de Lafarge Holcim Maroc. Madame Malika Yousfine va nous parler de son expérience, de tout ce qu'elle a apporté, pas elle seulement, son équipe et toutes les femmes de son organisation. Deuxième experte avec nous, deuxième panéliste, et je vous remercie bien sûr aussi d'être là, Madame Leila Ben Saleh, directrice de ressources humaines de Safran Group, secteur aéronautique, donc la deuxième multinationale qui est aussi représentée au Maroc aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue.
Madame Asma Oudrili, enfin aussi, est avec nous en qualité de directrice de ressources humaines, RSE et communication au sein de Capgemini. Là aussi, je la remercie pour sa présence et pour son dévouement. Alors, bien évidemment, la question du dévouement est clé parce que l'engagement, il y va de tous les jours et le dévouement aussi pour faire avancer cette cause. Donc, je passe la parole en premier, si vous le voulez bien, mesdames, à Madame Sophie Lambert, analyste de programme à ONU Femmes. Sophie Lambert, je vais vous poser vraiment une première question assez courte et finalement juste pour poser le cadre, hein, et j'aimerais que vous posiez le cadre aussi de l'étude que vous avez menée au Maroc, les chiffres, la durée auprès de combien d'institutions. Aujourd'hui, on parle d'emploi féminin et d'emploi masculin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de tout cela? En fait, l'idée qu'il y a des postes féminins ou des emplois féminins ou masculins, c'est en fait une conception qui est un peu liée à des convictions et des notions sociales un peu stéréotypées. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a des postes ou des emplois ou des secteurs qui sont strictement féminins ou masculins. Les critères pour occuper un poste ou les critères pour fonctionner dans certains secteurs sont liés exclusivement à des compétences et des connaissances qui sont spécifiques et nécessaires pour réaliser les fonctions et les tâches. Et les compétences et les connaissances n'ont pas de sexe. Donc, il n'existe pas de différence naturelle de compétences entre les femmes et les hommes. Quand on parle de ces secteurs plutôt masculins ou féminins, c'est ce qui est vraiment un peu ancré dans des convictions et des notions sociales un peu stéréotypées de ce qui est féminin, ce qui est masculin, ce qui est la femme et ce qui est l'homme. Et ce phénomène, en fait, d'avoir des secteurs dans l'économie à forte domination masculine ou féminine s'appelle, en fait, dans l'économie, on parle de ségrégation horizontale basée sur le sexe. À différence d'une ségrégation qu'on observe aussi qui est verticale, qui décrit plutôt un phénomène où on voit l'absence des femmes dans les positions managériales et des positions de leadership. Mais le fait d'avoir donc certains secteurs d'économie à domination masculine ou féminine, c'est vraiment un résultat des normes sociales de genre qui amènent les femmes et les hommes à s'orienter plutôt vers certains secteurs à travers leur choix d'éducation ou leur formation professionnelle. Mais c'est aussi en termes, pas seulement à niveau de l'offre de travail, mais aussi de la demande du travail, donc au niveau des employeurs et des secteurs et des entreprises qui discriminent consciemment, inconsciemment, les femmes et les hommes sur la base de ces mêmes normes sociales un peu stéréotypées. Et donc voilà, c'est un peu ces normes sociales qui influencent la probabilité qu'une femme ou un homme postule à un certain emploi ou à un certain secteur donné. Et qui influencent aussi la probabilité qu'il ou elle soit embauché dans un certain secteur, influence aussi le niveau de salaire que chacun ou chacune recevrait, influence aussi l'évaluation des performances et détermine aussi l'évolution professionnelle de la personne. Sophie Lambert, aujourd'hui, effectivement, ce webinaire s'inscrit dans ça, dans la question de la sensibilisation et d'inspirer les entreprises participantes à un certain nombre de bonnes pratiques. Aujourd'hui, avec votre regard ONU Femmes et aussi ce regard macro que vous avez, pourquoi c'est important de garantir l'égalité, par exemple, salariale hommes et femmes? Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres ou partager des choses concrètes que vous avez pu voir? Oui, donc je vais partager avec vous, si vous me permettez, un peu une étude que nous venons de sortir très récemment. Je vais, si vous me permettez, très rapidement partager mon écran, si vous pouvez me confirmer que vous le voyez bien. Oui. Oui. Donc voilà, ONU Femmes collabore depuis très longtemps avec le ministère de l'Économie et des Finances, avec lesquels on a réalisé cette étude. On l'a sortie la semaine dernière sur les coûts économiques des inégalités de genre dans le marché du travail au Maroc. Et donc, vous venez de me demander pourquoi c'est important de garantir l'égalité professionnelle, l'égalité salariale. Tout d'abord, c'est important de souligner que le droit au travail, le droit à un travail digne dans des conditions sûres qui garantit un revenu, un niveau de vie suffisant, c'est tout d'abord un droit humain fondamental. Et ce droit est ancré dans le cadre normatif international, donc dans le cadre de la Convention pour l'élimination de tout
formes de discrimination contre les femmes et les filles, et aussi la plateforme d'action de Pékin, etc. Et comment dire, ces principes de droit ont été aussi adoptés par le Maroc au sein de sa constitution, au sein de son cadre légal national. Mais c'est aussi pas seulement une question de droit, mais c'est aussi une question d'efficacité économique, parce que le fait d'avoir une faible participation des femmes à l'économie signifie sous-utiliser les potentialités humaines du pays. Et ça, c'est un coût pour le pays en termes de croissance et de bien-être. Et donc voilà, avec le ministère de l'Économie et des Finances, ONU Femmes a essayé de faire une description un peu de quelle est la caractéristique de la participation des femmes au marché du travail au Maroc. Et je vais rapidement vous dire que pourquoi on a essayé d'analyser ces coûts économiques. C'est parce qu'il y a une corrélation en fait, entre les pays qui ont réussi à réduire les inégalités entre les sexes et leur niveau de développement économique et le niveau de développement humain. Et au Maroc, malgré les efforts qui ont été déployés, en matière de promotion de l'égalité de genre, il y a toujours des inégalités très persistantes et surtout en termes d'accès aux opportunités économiques. Et donc, je vais vous montrer très rapidement et succinctement des chiffres. Donc, si on regarde ici sur ce graphique, vous voyez l'évolution du taux d'activité par genre dans la population en âge de travailler de 1999 jusqu'à 2019. Et sur le graphique, la ligne jaune, c'est le taux d'activité des femmes et la ligne bleue, c'est le taux d'activité des hommes et le violet, c'est le ratio. Et ce qui est frappant, c'est que le taux de participation des femmes marocaines à la population active, elle est très, très faible. Donc, vous voyez, elle est vraiment très faible. Et non seulement, il y a aussi une tendance baissière. Donc, si vous regardez, à partir de 2016, il y a vraiment cette baisse de la ligne de taux d'activité des femmes. Et ça, par rapport à ça, oui. Je vous interromps quelques instants. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi on voit ce décrochage? C'est avant même le Covid-19. C'est avant même du Covid-19, on a essayé d'expliquer les facteurs. On pourrait dire que c'est dû à une conjoncture économique, à une baisse globale de l'emploi, mais ce n'est pas le cas en fait, parce qu'on voit que par rapport aux hommes, les femmes ont perdu beaucoup plus, le taux d'activité des femmes a beaucoup plus baissé. On a essayé de comprendre quels sont les facteurs qui influencent. On ne peut pas déterminer de façon très spécifique les causalités. On peut dire, bon, c'est les normes sociales, il y a une grosse influence de l'éducation, du capital humain. Oui, on a essayé dans l'étude d'identifier plus ou moins les facteurs qui influencent, mais c'est très difficile de vraiment dire, bon, c'est pour ça qu'à partir de 2016, il y a une tendance baissière. Donc voilà, c'est assez frappant. Et dans l'étude, on a aussi essayé de regarder par secteur, par exemple, analyser quelle est la participation hommes et femmes dans les secteurs d'activité au Maroc. Et on voit que dans ces graphiques, vous voyez donc la participation des femmes et hommes dans l'agriculture, l'industrie, les services et le BTP. Et un des constats, c'est que la prédominance de l'emploi en agriculture pour les femmes au Maroc. Et par rapport aux hommes, où on voit qu'il y a la diminution de la part de l'emploi des hommes dans l'agriculture au faveur des services. Les services, c'est la ligne violette. Et donc, en fait, on voit qu'au Maroc, la tertiarisation de l'emploi féminin, donc dans le secteur des services, est très, très faible. Et ça, c'est aussi par rapport aux autres pays de la zone MENA, c'est assez particulier. Et pour mieux comprendre encore cette situation, on a fait la différence, on a essayé de regarder aussi par milieu. Donc, on a regardé la situation à niveau rural et dans l'urbain. Et on voit que la part de l'agriculture dans l'emploi féminin rural est vraiment prépondérante, c'est plus de 90%. Donc, ceci explique en fait aussi pourquoi le taux de participation des femmes à l'agriculture est tellement élevé. Et encore une fois… Je vous interromps sur Sophie Lambert. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le cadre de l'étude? C'est-à-dire, vous avez fait cette étude de camp à camp et puis sur combien d'organisations, combien de secteurs, juste pour donner le cadre à ceux qui nous suivent.
Oui, donc on a réalisé cette étude en 2020. Donc l'année dernière, c'était en temps de Covid, mais on n'a pas pu capter l'effet de la pandémie. Donc ça, c'est une première chose qui est importante à savoir, c'est qu'on n'a pas pu encore capter l'effet très fort de la pandémie et de la crise sanitaire sur l'emploi des femmes. On a utilisé des chiffres du Haut Commissariat au Plan, donc c'est les enquêtes nationales de l'emploi, donc c'est des données qui sont publiques, et le recensement général de la population. Donc c'est des chiffres, des statistiques nationales. Et on a utilisé aussi pour les données des entreprises, donc les enquêtes du ministère de l'Industrie. Donc ça, c'est un peu le cadre de l'étude. Et voilà donc. Oui, vas-y. Pardon, Mariam. Pardon, Sophie Lambert, est-ce qu'il y a des messages clés en termes d'impact économique? Parce qu'on voit bien que les femmes sont dans le secteur de l'agriculture, sont contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on aurait pu penser, moi la première, que les femmes sont très nombreuses dans le secteur services et tertiaire, ben, en fait pas autant que ça. Donc, est-ce que vous avez des messages clés à nous faire passer en termes des perditions économiques et sociales de cette absence? Oui, tout à fait, parce que en fait, tout l'intérêt de l'étude, c'était non seulement de caractériser l'emploi féminin au Maroc, mais c'était aussi de calculer quel est le coût de ces inégalités pour l'économie marocaine. Et un des messages clés, c'est que cette situation est vraiment problématique et ça coûte beaucoup à l'économie. Donc, d'un côté, on peut dire on a calculé le coût, mais on a aussi pu quantifier les potentiels gains économiques qui pourraient être générés par une réduction des écarts entre hommes et femmes en termes d'accès au travail. Donc, et par exemple, pour l'industrie, bon, je m'excuse, sur les slides, il y a beaucoup de petits chiffres, mais je vous invite à regarder l'étude. Mais message clé, c'est que pour l'industrie, par exemple, nous avons calculé les gains en termes d'augmentation du PIB du secteur. Dans le cas d'une réduction des écarts entre les sexes de 100%, donc on l'a calculé pour une réduction d'écart de 25%, de 50%, de 75% et de 100%. Mais si on réduisait les écarts entièrement dans le secteur de l'industrie, le PIB, donc la productivité du secteur, pourrait augmenter jusqu'à 24,2%. Et on a fait le même exercice. Encore une fois, n'ayez pas peur de tous ces chiffres. Je vais vous dire, donc, on a calculé quel est l'effet de la réduction de l'écart entre l'emploi des femmes et celui des hommes sur la croissance pour aussi tous les secteurs de l'économie, donc secteur des services, agriculture, industrie. Si on réduisait les écarts dans tous les services, dans tous les secteurs, de 100%, la hausse du PIB marocain pourrait s'établir de 28,7% à 37,4%. Donc, c'est énorme. Donc, si on réduisait les écarts entre hommes et femmes de 100% dans l'ensemble des secteurs, les gains économiques sont vraiment très, très importants. Ce qui nous amène à réfléchir sur le fait, la réduction des inégalités, les efforts des politiques publiques, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Parce que c'est les inégalités entre les sexes qui nous coûtent à l'économie marocaine. Très bien. Aujourd'hui, évidemment, le pays, enfin le royaume, juste pour citer un chiffre, hein, c'est un chiffre qui m'interpelle et qui a été cité lors du premier webinaire hein, qui a été initié par la CGEM et l'IFC, les voies stratégiques pour promouvoir la question de la diversité des genres. Je rappelle qu'il y a un chiffre qui est assez significatif. On trouve 42% d'étudiants qui sont en fait des étudiantes universitaires, qui sont des femmes. Et ce taux, comme vous venez de dire, tombe à quelque chose autour de 20% dans la vie active contre 70% pour les hommes, aussi bien dans le secteur public que privé. Est-ce que, comment on peut arriver, comment on peut changer cette tendance? Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a des actions par rapport à vos benchmarks internationaux, par rapport à ce que vous avez pu voir pour faire redémarrer cette machine? Oui, tout à fait. Il y a de nombreuses actions à différents niveaux qu'il faut mettre en place.
Tout d'abord, je pense qu'il y a un gros travail, un grand travail sur les mentalités, donc sur aussi la promotion d'une culture d'égalité, aussi pour renverser ces idées stéréotypées et pour vraiment permettre aux femmes et aux hommes et aux filles et les garçons de choisir les carrières qu'ils veulent. Et je pense que les écoles et les médias ont un énorme rôle à jouer dans la déconstruction un peu des stéréotypes genrés. Ça, c'est très important. Mais aussi en termes de politique publique, j'ai mentionné le fait que le cadre légal au Maroc, que la Constitution ancre le principe de l'égalité dans le cadre légal, mais il faut mettre en place des politiques publiques. En fait, il faut traduire ces engagements légaux dans des politiques publiques très concrètes. Et ça veut dire intégrer les principes de l'égalité genre dans les stratégies sectorielles de l'emploi, de l'industrie, de la formation professionnelle. Aussi, bien évidemment, les entreprises, on en parlera, ont un grand rôle à jouer dans ce sens. Et je pense aussi à toute la problématique qu'on vient de mentionner, que tu viens de mentionner, Mariam, sur la conciliation de vie professionnelle et vie privée, mais le partage des responsabilités à la maison. Le Haut Commissariat au Plan a encore une fois sorti des chiffres, mais dans le cadre de la pandémie, encore une fois, le travail domestique des femmes est énorme et les femmes réalisent 7 fois plus de tâches domestiques que les hommes. Et c'est énorme et ça, c'est comment dire, c'est un rééquilibrage qu'il faut faire au sein des familles, mais aussi les entreprises doivent comment dire, permettre aussi aux hommes d'être présents. Et ça veut dire réfléchir à des congés de paternalité et aussi, voilà, non seulement les entreprises, mais aussi les politiques publiques, les décideurs doivent mettre en place les services publics de soins, de garde des enfants, de soins aussi de nos parents, des anciens, des vieux, des malades, tous ces charges qui sont souvent automatiquement prises en charge par les femmes. C'est très clair, Sophie Lambert. Donc, c'est autant de biais psychologiques que de biais culturels, que des fois de position de certaines entreprises, que de politiques publiques. Est-ce que vous avez fait un focus sur les secteurs qui sont représentés aujourd'hui avec nous à travers Lafarge Holcim, Capgemini et Safran? Est-ce que vous avez une idée sur ces secteurs particuliers ou pas? Pas spécialement. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver votre étude, l'étude d'ONU Femmes? Où est-ce qu'on peut la retrouver? Vous pouvez la trouver sur les sites du ministère de l'économie et des finances, aussi le site spécifique de la direction des études et des prévisions financières, mais aussi sur notre site web de ONU Femmes Maroc. Donc, vous pouvez y accéder. Je pourrais partager cette présentation si vous souhaitez avec tous les participants du webinaire. Et voilà, vous pouvez accéder à l'étude et vous plonger dans les chiffres si vous en avez envie. Avec plaisir, Sophie Lambert. Vous restez avec nous, hein. On va revenir à votre étude, à la question peut-être de la parité des salaires, parce que je vois des questions qui nous parviennent là maintenant sur cette question de parité salariale homme-femme. Je vais vraiment poser la question, hein, le but de cette plateforme. Je vois les gens aussi qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, en tout cas, bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints depuis peu. Le but de cette plateforme d'échange co-initiée par la CGEM et l'IFC, la Société financière internationale, c'est réellement de sensibiliser les entreprises participantes sur les avantages de la promotion du genre et de la femme et de la parité et de l'égalité. Aujourd'hui, on se pose tous une question clé, hein, autour de ce webinaire, les questions de la place des femmes dans les secteurs non conventionnels, comment les attirer, comment les recruter et comment les fidéliser, comment elles peuvent faire carrière. Donc, nous avons 3 expertes, comme j'ai annoncé en début de ce séminaire. Les femmes sont là, on ne les attend pas, tant mieux, hein, elles sont là où on les attend, vous avez dit, dans le travail domestique, mais ça, c'est un peu patriarcal et traditionnelles. Heureusement aussi qu'elles sont là où on ne les attend pas, parce qu'il y a de plus en plus de femmes universitaires. Je vais faire réagir nos 3 panélistes. Je rappelle qu'avec nous, il y a, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a Malika Youssoufine, directrice ressources humaines, Lafarge Holcim, directrice également de communication et de RSE, Leila Ben Saleh, DRH de Safran Group, merci d'être là. Et puis Asma Boudreri aussi, directrice ressources humaines, communication et RSE au sein de Capgemini. Vos réactions, mesdames, par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Madame Malika Youssoufine, si vous voulez intervenir. Oui, je veux bien. Écoutez, d'abord, c'est bien d'avoir des études comme ça parce que les chiffres ont le mérite d'interpeller
Et on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais ils ont le mérite d'exister. Et c'est important que l'ensemble de la société marocaine prenne conscience de l'intérêt de la diversité, pas seulement d'un point de vue moral, mais également d'un point de vue économique. Et finalement, c'est souvent le moteur le plus efficace si on veut faire évoluer les choses. Donc, je suis très contente que l'ONU Femmes ait mené cette étude et qu'elle soit grand public. Et je pense que chacune de nous s'emploiera à la démultiplier auprès des gens que nous connaissons et des décideurs, des CEO, des comités de direction, des conseils d'administration, parce que c'est important que ça pénètre tout doucement. Voilà. Merci Malika Yousfine. Votre réaction, Asma Oudreri? Ça interpelle clairement. On se pose la question, surtout sur ce fameux chiffre de femmes qui sont hautement diplômées. En fait, elles ont fait des études supérieures et seulement, je crois qu'on parle entre 16 et 20% d'entre elles qui travaillent aujourd'hui. Et en plus, c'est en recul depuis, je pense, sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'interpelle depuis plusieurs années. Cette étude vient le confirmer. Parce que je pense que ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait une. Et voilà, donc clairement, en tant qu'entreprise, nous avons notre rôle à jouer pour impacter notre écosystème et pour influencer autour de nous, pour faire en sorte de faire participer les femmes économiquement. C'est une richesse, comme le disait Malika, c'est pas juste pour comme engagement sociétal, mais c'est aussi en faveur de la performance du pays, de l'entreprise et du pays dans sa globalité. Oui, merci beaucoup. Votre réaction, Leïla Ben Saleh, à ce qu'on vient d'entendre, aux chiffres, ça vous surprend? Oui, les chiffres m'ont beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à voir qu'il y a beaucoup d'hommes dans le service. Je m'attendais au contraire. Par contre, par rapport au secteur aéronautique, moi, quand j'ai intégré le secteur aéronautique, j'étais agréablement surprise parce que j'ai intégré un environnement où on a une forte présence féminine. On est à 90% de femmes dans la société pour une boîte qui emploie plus de 1000 personnes. Donc, notre problème, c'est beaucoup plus de retenir ces femmes-là que de faire l'équilibre ou bien recruter beaucoup plus de femmes. Nous avons des femmes dans tous les postes de l'entreprise, que ce soit au niveau du comité de direction, au niveau de middle management, dans tous les postes et aussi des postes critiques. Donc, pour nous ce n'est pas le challenge actuellement. C'est beaucoup plus la rétention, comme j'ai dit. Voilà. Très bien, Madame Saleh. On va y revenir tout à l'heure à cette question, à vos challenges pour chaque entreprise. C'est vrai que je rappelle pour ceux et celles qui nous écoutent et bien évidemment, ce webinaire va être enregistré. Donc, vos partages d'expérience sont les bienvenus en termes d'attirance et de rétention des talents féminins. Si je vous posais vraiment la toute première question de ce webinaire, mesdames, et Sophie Lambert, n'hésitez pas à réagir par rapport à ce que les entreprises vont dire parce que clairement, elles mènent la danse entre guillemets. Elles sont des parties prenantes fondamentales dans le fait d'attirer les femmes dans ce milieu industriel, ce milieu qui est historiquement à prédominance masculine. Donc, elles vont expliquer comment elles ont fait évoluer les choses. Mesdames, chacune d'entre vous, par rapport au premier volet, par rapport au volet recrutement, au sein de vos entreprises spécifiquement, quelles sont les actions que vous avez menées pour booster le recrutement féminin au sein de vos entreprises respectives? Je fais réagir Asma Oudreri, par exemple. Avec plaisir. Donc, alors, côté secteur IT, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même 42% de femmes qui sont diplômées chaque année des écoles d'ingénieurs. Donc, on a 42% de femmes ingénieurs. Donc, on a de la matière en principe. Et puis, donc, concernant le recrutement de jeunes diplômés, en fait, on est plutôt bon. On n'a pas beaucoup de challenges, on va dire. Ceci dit, on se fixe des objectifs pour pouvoir quand même être sur un très bon niveau de parité, parfois même des objectifs plutôt en faveur des femmes pour pouvoir équilibrer. Et l'enjeu pour nous va être plutôt de trouver des collaboratrices ou des candidates expérimentées ou seniors. On a ce sentiment qu'elles ne restent pas finalement dans le secteur. Donc, c'est vraiment ça c'est ça plutôt le challenge côté recrutement. Donc, ce que nous avons mis en place, donc au-delà des objectifs extrêmement ambitieux qu'on pilote régulièrement,
Par exemple, depuis 2 ans, nous avons lancé une initiative pour recruter des jeunes femmes qui sont en arrêt, par exemple, pendant une longue durée. Ça peut être après un congé parental ou un congé maternité ou un arrêt sabbatique, de leur permettre de revenir au niveau de l'entreprise. Donc, voilà, on a fait des sessions en fait, de recrutement dédiées à ces collaboratrices dans cette situation-là. Et ça permet voilà, de trouver des collaboratrices qui ont eu de l'expérience, peut-être 2 ans, 3 ans, etc., qui ont dû s'arrêter soit pour des raisons familiales ou autres, et de pouvoir les accompagner en reskilling et de les intégrer. Alors, en fait, la difficulté au niveau du secteur, c'est que ça bouge énormément. Les technologies évoluent très, très rapidement. Et donc, je pense que cet arrêt peut être un véritable frein, peut-être, pour ces femmes qui voudraient quand même poursuivre dans ce secteur. Donc, à ce stade-là, on a des résultats qui sont encore un petit peu timides pour recruter voilà, à des niveaux seniors. On y arrive. Bon, cette initiative-là, par exemple, voilà, est toute récente. On va la pousser de plus en plus. Et puis, l'enjeu majeur par la suite, c'est de faire grandir celles qui sont là. Ça va être de les fidéliser, de les retenir. Et voilà, je pourrais revenir là-dessus sur les mesures que nous avons mises en place. Bien sûr, bien sûr. Votre réaction, Melika Yousfine, chez Lafarge Holcim Maroc aussi, un secteur qui semble être très masculin, le secteur du ciment, du BTP. Est-ce que c'est un sentiment ou c'est la réalité? Est-ce que c'est facile pour vous de recruter des femmes aujourd'hui chez Lafarge Holcim Maroc? Votre micro, s'il vous plaît. C'est bon, je l'ai remis. Vous avez raison, c'est un secteur masculin et ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Le siège est à 50% féminin, donc toutes les activités corporate, de support, de soutien, etc. sont très féminines. On a beaucoup de monde, beaucoup de femmes à tous les niveaux, du comité de direction jusqu'au plus bas niveau en quelque sorte. Le sujet se pose dans les usines. Et on n'a pas de mal à recruter les femmes. On a du mal à les installer dans une carrière industrielle. Comme le disait ma collègue, on a beaucoup de femmes, jeunes ingénieurs. On a beaucoup de CV. On est une grande entreprise avec une bonne ambiance, une bonne réputation. Donc, on est prisé par les jeunes diplômés. Notre difficulté, c'est d'installer les femmes dans le monde industriel et surtout de les garder là-bas et de leur construire une vraie carrière industrielle. C'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que traditionnellement, l'industrie, c'est un monde qui est considéré comme très masculin parce que pendant très longtemps, c'était lié à des tâches assez pénibles, où il y avait beaucoup de force physique, où c'était pas très propre, où de toute façon, il y avait beaucoup d'hommes et plus il y a d'hommes et moins il y a de femmes, et moins il y a de femmes, il y a encore de femmes, et ainsi de suite. Donc, on s'est fixé un gros projet en se disant on ne retrouve pas ces 42% de femmes ingénieurs chez nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit, de toute façon, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut absolument, absolument monter quelque chose et avoir une démarche volontariste et vraiment, comment dirais-je, pousser ce travail féminin et ces carrières féminines, que ce soit au niveau des techniciennes en usine, mais également des jeunes ingénieurs et peut-être de directrices d'usine. Parce qu'on n'en a pas pour l'instant. Il y en a ailleurs dans d'autres pays dans le groupe. On a monté un joli projet, je pense. Si vous permettez, je vais partager mon écran. Pardon, hop là. 2 petites secondes, je suis à vous. Sinon, je ne vais pas y arriver. Voilà. Hop là, partager. On y est. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Parfait. Donc, ça, c'est le projet ensemble. On l'a appelé comme ça parce qu'on a longtemps réfléchi, on s'est dit comment on fait. Donc, on a commencé au plus haut niveau de l'entreprise avec le support du CEO et j'en parle avec à la fois avec mes collègues panélistes, mais également avec les auditrices ou les auditeurs. Il faut une volonté forte au plus haut niveau, sinon ça ne marche pas. Ce n'est pas un projet RH, c'est un projet d'entreprise. Et donc, on a construit un groupe de travail avec des co-sponsors, mon collègue de la direction industrielle et moi-même, avec un groupe de parité au niveau du groupe de travail, avec autant d'hommes que de femmes pour accompagner ce projet. Et on l'a appelé ensemble et on a dit, on a des objectifs extrêmement clairs. On ne veut pas juste saupoudrer ou montrer une bonne volonté, on veut se fixer des objectifs factuels, avec chiffrés. Et donc, on a, si je peux passer à la slide suivante, ce serait bien. Voilà.
les objectifs sont là. Alors on a une grosse ambition, hein, je le dis et avec fierté, on veut devenir l'employeur préféré des femmes dans le secteur industriel au Maroc. Et quand je dis industriel, c'est toutes les grosses industries lourdes où effectivement traditionnellement il y a très peu de femmes dans les milieux industriels. On a comme objectif d'intégrer les diversités dans notre ADN, ce qui n'est pas une chose facile là, parce qu'il y a énormément de biais. Je pense que Sophie Lambert en a parlé, on va en parler tout au long de cette intervention, et les gens ne se rendent même pas compte, et les femmes les premières, paradoxalement. Et donc, on veut augmenter de 50% le nombre de femmes en usine d'ici 2022 et avoir à peu près 20% de femmes dans toutes les nouvelles recrues. Et ça, c'est passé par des étapes extrêmement importantes pour attirer, retenir et développer, comme le disait ma collègue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour attirer, on a pris des décisions fortes. On a dit, on a beaucoup de CV. Toutes les jeunes ingénieurs nous écrivent. Pour chaque poste que nous ouvrons, il faut qu'on ait en shortlist une femme et un homme, systématiquement. On a mis un KPI de parité et de diversité dans les objectifs annuels des directeurs d'usine, parce que c'est eux le noyau du système. On a travaillé sur la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs sur l'intérêt de la diversité. Et quand je dis travailler sur la sensibilisation, ça veut dire qu'on a fait des ateliers pour tous les collaborateurs, dans toutes les usines, dans tous les services, partout, pour discuter à bâton rompu, bien sûr, avec une consultante, sur ça sert à quoi, comment, pourquoi, etc. On a été accompagnés dans le début de cette étape avec la GIZ, parce qu'on avait besoin de travailler avec des gens qui avaient l'expérience et qui avaient le benchmarking d'autres entreprises, parce qu'on n'est pas les seuls avec ce genre de problématique. Et c'est important pour aller vite de copier intelligemment. Et donc, le soutien de la GIZ, c'était l'apport d'experts, de chiffres, de méthodologies, de bonnes pratiques, etc. Et ça nous a beaucoup servi pour installer, on va dire, le sujet de la diversité comme étant non pas, on va dire, la danseuse du président, mais plutôt comme une vraie réalité et comme l'intérêt collectif. Et au-delà des aspects économiques dont on a parlé tout à l'heure, on a aussi le sujet de « et moi, et moi, et moi ». Vous connaissez la chanson de Jacques Dutronc, 700 millions de petits Chinois, et moi, et moi, et moi. Donc, qu'est-ce que chacun, à son niveau, dans son entité, dans sa carrière, a gagné de la diversité? Qu'est-ce que les femmes peuvent apporter aux hommes, aux équipes, à l'entreprise? Et donc, ça a été un long travail et c'est un long chemin encore, on y est encore. Et on a également mis en place, pour commencer justement à fidéliser les femmes que nous avons recrutées dans les usines, on a mis en place un système de parrainage avec des parrains masculins ou féminins d'ailleurs, dont le rôle est de ne pas être des supérieurs hiérarchiques, c'est des gens qui sont dans d'autres usines souvent, et dont le rôle est d'accompagner, d'aider, d'être des facilitateurs, etc. Et ça a permis à la fois de les former eux, donc de les faire monter en puissance en termes de coaching, pour qu'ils deviennent des coachs, et puis également de stabiliser ces jeunes femmes, de leur donner une porte d'accès à quelqu'un qui comprend le monde industriel tout en n'étant pas son patron. Parce que dans l'état actuel des choses, ce sont des patrons, c'est des hommes, ce n'est pas des femmes. Et notre objectif, c'est de faire monter en puissance un nombre de femmes de plus en plus important, parce que plus elles sont nombreuses, plus c'est facile. C'est très compliqué de vivre en tant que femme seule au milieu d'un monde que d'hommes. Et la grosse difficulté pour nous, c'est pas leurs compétences techniques, parce qu'elles sont très compétentes. Et les hommes le reconnaissent, et c'est pas sur ce sujet-là qu'elles doivent se battre, mais sur qu'est-ce qu'elles peuvent apporter en tant que femmes, avec leur intelligence différente, leur sensibilité différente, leur approche des choses différentes. Et c'est cette complémentarité-là qui doit servir et qu'aucun homme ne peut faire, lui, à sa place. Voilà. C'est très clair, Madame Malika Yousfine. On va revenir aussi aux stratégies de rétention. On va y revenir plus tard au sein de votre groupe et chez les entreprises représentées aujourd'hui. Vous avez dit des choses très intéressantes. Et si encore il faut le rappeler à l'audience, deux choses qu'il faut rappeler, c'est qu'on travaille main dans la main avec les hommes, puisqu'on a besoin d'eux pour faire évoluer aussi la cause des femmes. Et puis, on doit travailler à la sensibilisation des femmes et au fait qu'elles doivent devenir des leaders et à ne plus avoir peur d'être dans des environnements masculins. Et ça aussi, c'est très important. Alors, ma vidéo avait disparu soudainement. C'est les joies du direct. Elle revient. C'est parfait. Donc, je disais vraiment, c'est ça qu'il faut retenir. Les femmes seules ne peuvent pas faire
évoluer ces chantiers-là. C'est un travail à la fois de sensibilisation d'hommes qui sont aujourd'hui les directeurs d'usine chez vous, mais c'est aussi un travail de sensibilisation des femmes à oser, à ne plus avoir peur, à demander et à se dire moi aussi j'ai ma place dans cet environnement industriel-là. Une réaction de Madame Leila Ben Saleh. Je sais, Madame Ben Saleh, que vous avez dit que votre secteur aéronautique recrute énormément de femmes et que, vous l'avez très bien dit, elles sont bien représentées et plus que représentées. Est-ce que c'est toujours le cas post-Covid-19 par rapport à cette actualité-là qu'on vit depuis un an, ou est-ce que ça a changé? Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Votre micro, Madame Ben Saleh, votre micro. Leila Ben Saleh, votre micro, oui. OK, pardon. Donc, l'employabilité des femmes pendant le Covid et post-Covid, c'est un peu difficile vis-à-vis par rapport à certains facteurs que nous avons connus pendant notamment la crise sanitaire, c'est-à-dire la fermeture des écoles, etc. Donc, on avait beaucoup de mal à avoir certaines personnes sur site parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer leur emploi du temps en fonction de leurs obligations familiales. Et du coup, nous avons essayé de mettre pas mal de moyens pour leur permettre on va dire, d'équilibrer entre les deux, que ce soit via le télétravail, la réduction du temps de travail, l'adaptation des horaires de travail. Mais pour être honnête, lorsque nous avons connu une baisse de charge, parce que le secteur aéronautique a été fortement impacté par la crise Covid et que nous avons ouvert un plan de départ volontaire, il y avait beaucoup plus de femmes qui se sont présentées pour partir pour des raisons et des contraintes familiales liées notamment au Covid. Voilà, donc le Covid la crise sanitaire a joué un rôle en défaveur des femmes pendant la période 2020, début 2021. Merci de votre transparence et de votre partage, Madame Saleh. Ça a joué un rôle d'accélérateur dans le mauvais sens, on l'a compris, en raison du travail domestique et de la présence des enfants, vous l'avez dit, à la maison, pour des raisons sanitaires. Restons chez vous, Madame Saleh. Vous avez beaucoup de femmes. Comment vous faites, quelles sont les choses, les stratégies, les plans d'action que vous mettez en place pour les garder, pour les fidéliser, les faire quelque part monter en puissance chez vous? Les choses qui poussent peut-être les femmes et certainement les femmes à rester chez nous, c'est les facilités qu'on met à leur disposition, notamment en temps de travail. Nous avons la possibilité de revoir les horaires de travail contractuellement après la naissance des enfants. Nous avons beaucoup de femmes qui ont revu leur contrat de travail avec, par exemple, une demi-journée off le mercredi. Nous avons la possibilité du télétravail. Comme beaucoup de sociétés, on offre la possibilité de prolongation du congé de maternité. On donne aussi la possibilité d'avoir un congé sabbatique et que la personne reprenne par la suite son poste. Voilà, donc c'est des facilités comme ça, des flexibilités qui font que les femmes restent chez nous malgré la difficulté du secteur aéronautique et le fait que nous avons des contraintes assez particulières parfois. Ce sont des mesures très concrètes. On vous remercie, Leila Ben Saleh, pour le partage. Et je rappelle qu'elles sont ouvertes à toutes les femmes de votre organisation, c'est ça? C'est bien ça? Tout à fait, même pour les opératrices. Très bien, Madame Saleh. On reviendra chez vous. Une réaction, Sophie Lambert, par rapport à ce que vous avez vu dans votre étude et les éclairages de nos trois panélistes? Tout d'abord, je veux vraiment féliciter les grandes dames qui sont avec nous, avec les mesures qu'elles viennent de présenter. Je trouve que c'est très intéressant. Je pense qu'il faut noter qu'elles ont fait des changements en termes de culture organisationnelle. Et ça, c'est très puissant. C'est qu'elles ont vraiment pris des mesures très concrètes en termes de conciliation vie privée, vie professionnelle, en termes de recrutement, de procédures de recrutement en termes de RH,
de rétention. C'est des mesures très concrètes et c'est très puissant aussi de voir comment, par exemple, Madame Youssoufine a inclus aussi les hommes. C'est un travail qu'on doit faire ensemble, donc en incluant aussi les hommes. Le fait de changer une entreprise et la culture organisationnelle et d'instaurer cette culture de l'égalité, c'est très puissant parce que ça, en fait, ça améliore la productivité de l'entreprise et du secteur. C'est dans la diversité et la mixité que nous trouvons notre force. Et je trouve vraiment, félicitations, c'est des exemples très concrets, des mesures très fortes. Donc, je les félicite. Merci, merci Sophie. Je rappelle aux participants qui nous écoutent, participants, participantes, qui peuvent poser leurs questions avec le hashtag Morocco for Diversity. Nous avons reçu quelques questions. Je remercie celles et ceux qui les ont posées. On va les garder bien au chaud pour la fin de la session à nos panélistes. Mais n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, vos réactions, vos feedbacks avec le hashtag Morocco for Diversity. Je reviens chez vous, Asma Oudreri. Dites-nous les actions qui ont été mises en place chez Capgemini. Vous avez souligné sur le fait cette difficulté dans le secteur IT, pas de temps dans le recrutement, parce que vous avez des brillantes femmes ingénieures, etc., mais vraiment dans cette promotion, dans cette carrière. Est-ce que vous avez mis en place un plan correctif par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience Capgemini, s'il vous plaît? Oui, alors je ne sais pas si vous voyez mon partage, juste oui. Comme ça. Alors, comment faisons-nous pour le plein écran? Vous arrivez à voir là? Oui. Ok. Bah, en fait, déjà, c'est vrai qu'on a une ambition qui est très, très forte et très fortement affirmée au niveau du groupe, déjà de manière générale, et avec une signature aussi de plus en plus voilà, diffusée depuis à peu près un an, qui est celle un motto en fait qui est celui de devenir les architectes d'un avenir positif, donc qui engage à la fois l'entreprise et qui engage les collaborateurs. Donc derrière, il y a une véritable conviction en fait que notre engagement en tant qu'entreprise a une corrélation directe avec l'engagement de nos collaborateurs. Donc et puis au-delà au-delà de cet engagement social en fait, on est vraiment voilà, porté par le fait que la croissance, la mixité, l'innovation même ou même l'accélération de la performance va avec plus de mixité, plus de parité au sein de l'organisation. Donc, plusieurs initiatives ont été mises en place. Donc, je vous le disais, des mesures extrêmement concrètes côté recrutement qui nous a fait arriver à un taux plutôt intéressant comparativement au marché, voire même en Europe. Dans ce secteur, on est, je pense, dans le groupe Capgemini, un des sites où, enfin, je pense, si ce n'est vraiment parmi les tout premiers sites, où on a on a une parité à 44%, donc qui est très, très honorable et qu'on maintient depuis 3 ans. On a, et puis, une progression qui est très intéressante, en fait. C'est là où on voit voilà, que les efforts paye, c'est quand on voit que le taux de collaboratrices en fait, qui arrivent à occuper des positions managériales, on est arrivé à 32%. Ça nous a pris 4 ans. En 4 ans, on a gagné à peu près un peu moins de 20 points pour voilà, pousser ces collaboratrices, les faire évoluer, offrir des trajectoires. Alors, ce qui nous permet également ça, c'est une certification qui est quand même de très, très haut niveau, qui est la certification EDGE. Je pense qu'on est la première entreprise en Afrique à avoir pris ce challenge de nous faire certifier EDGE. Et du coup, là aussi, au-delà de cette certification, en fait, ça nous challenge énormément parce que c'est une démarche qui est complètement intégrée. Ça nous challenge sur le recrutement, sur l'analyse des gender gap analysis, par exemple, en matière de rémunération, sur voilà, plusieurs domaines que j'aimerais du coup partager avec vous. Oui, alors c'est vrai que je n'avais pas fait passer la slide pour montrer tous ces chiffres. Pour les non-initiés, c'est quoi la certification EDGE pour les personnes? C'est une certification internationale qui est vraiment un standard qui permet de mesurer et d'évaluer les engagements d'une entreprise en matière de parité et d'égalité professionnelle homme-femme.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça couvre l'ensemble des domaines, que ce soit dans le learning, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans les salaires, que ce soit dans la flexibilité offerte, etc. Et en fait, si je passe rapidement sur cette partie, bon, on a déjà parlé de l'attractivité. L'attractivité, en fait, évidemment, j'ai parlé des objectifs pour recruter, mais ce qu'on appelle la promesse employeur, hein, c'est aussi ce qu'on fait en interne. Il faut qu'on puisse être à l'image de ce qu'on dit et que notre promesse employeur soit évidemment vécue en interne, sinon ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, au-delà des actions sur le pilotage, il y a aussi des actions en termes de sensibilisation, d'accompagnement pour favoriser, en tout cas, et puis casser ces stéréotypes et favoriser tout simplement donc l'intégration de nos collaboratrices. Alors, 3 grands mots d'ordre en fait en matière de rétention en fait chez nous, c'est mettre en visibilité, favoriser l'évolution et favoriser l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Donc, quand on met en visibilité, on a quelques programmes en fait qui nous permettent d'élire chaque année quelques collaboratrices. Donc, on a la femme pépite, on a la femme audace, et puis on a la femme engagée. Et donc, ce sont les collaborateurs qui votent pour ces collaboratrices. Et donc, parce qu'elles ont des réalisations, elles sont visibles d'une certaine manière. Et donc, quand elles gagnent, en fait, on les met encore plus en visibilité. Et en fait, on leur demande aussi de porter quelques projets transverses. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et quand on porte des projets transverses, on participe à la communauté, évidemment, ça nous rend un petit peu plus visible. Et puis, ça met en valeur aussi les trajectoires de ces collaboratrices. Donc, il y a cette partie-là vraiment de la mise en visibilité. Ensuite, quand on parle de favoriser l'évolution, ce qu'on fait, c'est nous, on a un gros challenge sur le développement des compétences de nos collaboratrices. Donc, dans le secteur IT, les certifications notamment, une certification technologique, sont quand même on va dire, quelque chose une vraie clé pour favoriser le développement de la trajectoire. Et donc, très souvent, on s'est rendu compte que ce sont les hommes qui en font plutôt plus parce que ça nécessite de prendre sur son temps de personnel finalement pour aller travailler sa certification. Et donc on s'est donné là aussi des objectifs très concrets, un plan de formation et de certification dédié pour pouvoir certifier sur des technologies aussi nos collaboratrices pour qu'elles puissent se positionner sur un certain nombre de rôles. Donc ça, c'est très important. Alors, et en matière de promotion, en fait, dans tous nos comités d'évaluation, dans nos instances avec les opérationnels, on challenge systématiquement les propositions de promotion avec des objectifs clairs lorsqu'on a un potentiel, lorsqu'on a des collaboratrices qui sont identifiés comme des hauts potentiels, de bien challenger, de bien être sûr qu'on n'a pas, qu'on a bien au moins en tout cas un homme et une femme si c'est un seul rôle, sinon c'est de favoriser vraiment cette évolution. Et puis on met en place là depuis très peu de temps un programme de mentorat. Donc le sponsor est un membre du CODIR, hein, qui est un homme. Et donc ce programme de mentorat va nous permettre d'accompagner ces collaboratrices, notamment qui sont en potentiel d'évolution, de promotion, avec par exemple, elles sont prêtes à un horizon 1 an ou à un horizon 2 ans à prendre un nouveau rôle. Donc on les accompagne à travers donc un mentoring dédié. Donc après, c'est par des hommes, par des femmes, peu importe, on est plutôt sur d'appel au volontariat, parce que ça nécessite de l'engagement, de les mettre en visibilité, de les accompagner aussi à préparer leur promotion. Et puis, donc, en dernier, donc, on a cet équilibre vie privée, vie professionnelle qui est extrêmement important. Alors, chez Capgemini Maroc, on a initié le télétravail dès 2018. En 2018, en fait, on l'a d'abord offert aux collaboratrices. C'était un pilote pour nous tester et surtout aux collaboratrices
soit enceintes, soit en congé maternité. Et donc, ce qui a permis vraiment de favoriser cette flexibilité pour nos collaboratrices. On a mis en place également une charte de la parentalité, donc qui couvre à la fois les collaborateurs et les collaboratrices, mais voilà, plus spécifiquement les collaborateurs, les collaboratrices qui nous engagent finalement à garantir que l'égalité des chances en matière d'évolution, d'équité interne, etc., pour tous les collaborateurs parents, et aussi au respect des rythmes de vie. Surtout en ce moment en plus où voilà, cette pandémie qui nous fait travailler beaucoup à distance, les collaboratrices se retrouvent quand même à se contorsionner chez elles entre travailler parfois sans limite entre voilà, le temps de travail, l'activité quotidienne et puis tout ce qu'elles ont à faire à côté et que vous avez mentionné tout à l'heure au niveau familial. Et puis, bon, donc on essaye d'accompagner autant que possible, en tout cas, cette nouvelle politique de ce qu'on appelle de flexible work, en fait, que ce soit sur la flexibilité horaire ou la flexibilité au niveau de l'espace de travail. Et puis quelques communautés un petit peu dédiées qui sont là pour soutenir et qui permettent aussi voilà, de partager les bonnes pratiques, etc. Donc, on a mis en place un super mommy club. Donc, ce sont des collaboratrices mamans qui partagent voilà, leurs préoccupations, leurs astuces, leurs bonnes pratiques. Voilà, ça donne quelque chose de... Voilà, ça met de la solidarité, en tout cas, de la sororité pour accompagner notamment les collaboratrices qui reviennent de congé maternité, et favoriser leur intégration pour qu'elles puissent reprendre le travail dans les meilleures conditions possibles. Vraiment très clair, Madame Boudrelli, c'est vraiment très très clair. Je vous remercie infiniment. On retient effectivement la célébration des femmes, la célébration de la réalisation, les programmes de sororité que vous avez mis en place, et je vous félicite parce que finalement, nous, en tant que femmes, si on vit des choses et si on a trouvé le moyen de s'en sortir en termes de gestion de cascades de nounous, de profs et aussi de femmes actives, et de cuisinières et de femmes de ménage, c'est qu'on va aussi partager nos bonnes astuces avec nos concerts au sein des organisations. Vous avez bien cité quelque chose qui est un frein à l'évolution des femmes, cette question de certification qui bien évidemment est prise sur le temps privé. Donc j'imagine bien déjà qu'avec la charge mentale qu'ont la plupart des femmes aujourd'hui, comment peuvent-elles trouver le temps de développer d'autres certifications, à part peut-être entre minuit et 2 heures du matin. C'est une possibilité, ou entre 5 heures et 7 heures. En fait, c'est vrai que depuis que nous avons mis en place des objectifs et des mentors aussi pour accompagner l'assertif, finalement, on en a eu, donc c'est que c'est possible. Donc voilà. Après, il y a encore des difficultés, il y a encore quelques contraintes qu'on doit pouvoir accompagner. Dans ce secteur, ce qu'on vit beaucoup aussi, c'est la question du regroupement familial. On a beaucoup de mariages dans le même secteur et on a c'est malheureusement cette fuite de nos cerveaux marocains aussi qui partent à l'étranger. Et donc, on a un phénomène aussi quand on analyse les départs de nos collaboratrices, beaucoup partent aussi en regroupement familial. Donc, on offre aussi des possibilités de mobilité à l'international, mais bon, voilà, après, il faut pouvoir coller aussi au timing du conjoint, etc. Donc, il y a ce phénomène-là aussi auquel on fait face et qui est des plus complexes finalement. Ouais. Et vous avez cité quelque chose, mais c'est symptomatique, c'est coller au timing du conjoint. Est-ce que les conjoints collent au timing de leur conjointe aussi ou pas? Ça va dans les deux sens? Ça peut arriver, c'est quand même, il faut avouer que c'est beaucoup moins fréquent, malheureusement. Même ceux qui souhaitent le faire parfois peuvent être freinés par l'écosystème. Ça peut être la famille en disant qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas suivre ta femme? Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on entend. Très réaliste, Asma Boudrelli. Ça rejoint ce qu'a dit Sophie Lambert sur les biais culturels, les biais psychologiques. Je fais reparler Malika Youssoufine. Merci beaucoup. On revient vers vous, Asma Boudrelli. Très intéressant. Mais Malika Youssoufine, au sein de la Farjolsim Maroc, vous avez commencé à aborder cette question de rétention, évidemment, mais vous avez, j'imagine, un plan d'action extrêmement riche pour faire évoluer les femmes, pour les promouvoir, pour les faire monter en puissance vers des postes de manager ou d'experts chez vous. Donc, partagez avec nous, on est tout oui. Écoutez, je vais vous montrer quelques chiffres, je pense que c'est intéressant.
Partager, j'y suis. Pardon. Est-ce que vous voyez mon écran, non? Oui. Oui, c'est bien. Sachant que moi, je ne le vois plus. Voilà, j'y suis. Dire quoi? On a un plan d'action. C'est un plan d'action qui commence à porter ses fruits. Alors, on a progressé énormément sur tous les sujets concernant la présence des femmes dans le management, ce qui est un bon point parce que c'est quand même la colonne vertébrale de la société et ça participe justement à faire entrer dans l'ADN de la société cette notion de diversité. On est maintenant à la parité égale, autant de femmes managers que d'hommes managers, ce qui n'est pas peu dans une entreprise industrielle comme la nôtre. On a augmenté le nombre de directrices, mais on n'a pas encore augmenté le nombre de femmes ingénieurs au niveau auquel on voudrait. Un des sujets auxquels on se heurte, c'est un peu ce que disait Esma ou disait notre collègue Mme Bilalo, c'est que c'est difficile de trouver sur le marché des femmes expérimentées dans le domaine industriel. Donc, il faut les faire grandir chez nous. On ne peut pas aller les chercher quelque part, les débaucher et leur offrir une meilleure vie ou je ne sais quoi d'autre de plus, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, notre difficulté, c'est de prendre des femmes jeunes, brillantes généralement, parce qu'elles sont bonnes, et de les aider à monter en puissance justement dans les fonctions industrielles et de leur donner les moyens de construire une carrière industrielle. Alors, on ne fait pas d'efforts particuliers pour dire on va former les femmes toutes seules. On a des programmes de formation pour les hommes et les femmes, mais on a des objectifs, on va dire, de faire évoluer les femmes rapidement, autant que faire se peut. Et donc, on est content parce que le directeur industriel, qui est donc mon collègue co-sponsor, qui est un monsieur et qui est un support extrêmement important, disait hier, pendant qu'on faisait une réunion avec à peu près 200 femmes en webinaire, qu'il était très heureux parce qu'on avait ouvert beaucoup de métiers qui étaient traditionnellement réservés aux femmes. Et il a un certain âge. Et donc, il disait, je suis heureux parce que je n'aurais jamais pensé qu'on aurait pu le faire aussi vite et aussi bien. Et je suis très heureux du travail des femmes et de la manière dont elles sont intégrées, etc. Mais ce n'est que le début. J'ai vu dans les questions qui ont été envoyées par les participants qu'une dame écrivait qu'il fallait des toilettes pour les dames, des vestiaires pour les dames, etc. Et elle a raison, c'est vrai. Quand on a commencé à travailler sur qu'est-ce qui était un frein, par exemple, pour une vie pragmatique en usine, on s'est rendu compte que dans la plupart des usines, il n'y avait pas de zone réservée aux femmes, avec un vestiaire pour les femmes, des toilettes pour les femmes, une zone de femmes, parce que tout était fait pour les hommes. Et donc, il y avait des toilettes hommes, des douches hommes, des vestiaires hommes. Et donc, ça fait partie des premiers sujets que l'on a mis en place. On a également fait en sorte que les femmes puissent être accompagnées dans les difficultés justement de leur vie personnelle, en adaptant dans la mesure du possible les temps de travail, mais également en tenant compte du fait que, par exemple, quand une femme est ingénieure, elle fait partie d'une astreinte. Ça veut dire que vous pouvez être réveillé à n'importe quel moment de la nuit, quand vous êtes en astreinte, et devoir enfiler votre tenue, comme celle que vous voyez sur la photo, et galoper à l'usine en pleine nuit. Et les usines sont en général en dehors des zones d'habitation. Donc, dans ces cas-là, on organise l'envoi d'un taxi avec un chauffeur, de manière à ce qu'elles soient sécurisées, qu'elles ne prennent pas la route toutes seules, parce que c'est important à la fois pour elles, pour leurs conjoints quand elles en ont, parce qu'ils n'aiment pas du tout qu'elles se lèvent en plein milieu de la nuit pour aller galoper à l'usine. Donc, on est en train de construire des choses qui sont de l'ordre du pragmatique maintenant. Et je pense celles qui sont là vont faire partie de la solution. Et leur apport, leur quotidien, la manière dont elles vont proposer des solutions font également partie des choses que l'on doit mettre en place. Parce qu'en fait, il faut vivre la situation pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Très bien. Donc voilà. Vous avez d'ores et déjà mis en place depuis longtemps, vous avez facilité les transports, aménagé les logements, aménagé les toilettes, parce que c'est vraiment une question qui a été posée, qui est très pratico-pratique finalement. Absolument, absolument, et qui est très juste. Et on avait des usines où ce n'était pas le cas parce qu'il n'y avait pas de femmes, il n'y avait même pas l'assistante. Mais là, toutes nos usines aujourd'hui sont aménagées comme ça. La dernière usine que nous construisons, qui était à Agadir et qui est un très beau projet, il y a toute une aile qui est réservée aux femmes parce qu'on a l'intention d'avoir beaucoup de femmes. Et on commence à en avoir pas mal. C'est-à-dire que pour une première usine qui s'ouvre, on a et des techniciennes, et des administratives, et des laborantines, et des ingénieurs. Et on a une dame qui est responsable de la production, qui est un poste en général extrêmement masculin et qui est une fille magnifique, qui se bat dans ce contexte difficile d'un projet de construction, etc. C'est superbe.
Donc, on est très content et on espère qu'elle va et comme Esma. Et quand on faisait le tour des villages qui sont autour des usines et qu'on regardait les petites filles qui sont dans les classes et qu'on leur posait la question en disant mais qu'est-ce que tu veux devenir demain, je pense que 90% d'entre elles disaient je veux être Muallima, donc maîtresse, parce que c'est ça qu'elles connaissent, c'est ça le rôle d'autres. Leurs mamans sont femmes au foyer où elles commencent à travailler, à faire des petites choses parce qu'on etc. autour d'elles, c'est extrêmement important pour leur donner envie et montrer que c'est possible. Et c'est là que ça commence à l'enfance. Bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Cette question de rôle modèle est cruciale finalement. Cette question de rôle modèle est cruciale parce qu'elle revient à chaque fois qu'on fait un séminaire, un workshop. Ça revient à chaque fois dans le leadership féminin. C'est pour ça que vous, mesdames aussi, vous êtes très importantes parce que vous êtes déjà des rôles modèles en tant que membre de comité de direction, en tant que directrice de ressources humaines, directrice RSE. C'est-à-dire que aussi les jeunes femmes, les jeunes étudiantes, les jeunes diplômés vous regardent et aspirent aussi à évoluer dans leur carrière. Et c'est vrai que toutes les femmes, hein, s'il y a une directrice d'usine demain, c'est sûr que c'est cette histoire finalement de plafond de verre. On ne croit pas que c'est possible jusqu'au jour qu'une des nôtres occupe ce poste-là, occupe cette responsabilité-là de direction générale, etc. Il y a même une question qui vous a été posée indirectement, Madame Yousfine, votre influence ou votre marge de manœuvre sur les secteurs des cimentiers au Maroc. Est-ce que vous, avec vos mesures que vous prenez chez Lafarge Holcim, pour des questions de concurrence, de RSE, est-ce que les autres se mettent au diapason? Est-ce que vous les tirez vers le haut en quelque sorte par rapport à toutes les choses que vous avez mis en place? Écoutez, j'espère que oui. En fait, le principe de donner le là, on est, je pense, la plus grosse entreprise du secteur au Maroc. De facto, on est beaucoup regardé. Au sein de l'APC, qui est l'association professionnelle des cimentiers, on échange beaucoup, à la fois dans le comité communication, dans le comité RH. Et je pense que ça donne des idées et que tout le monde compris après intelligemment parce que ça a marché et que ça sert à quelque chose et que ça apporte de la valeur à l'entreprise. Donc oui, j'espère qu'on a un effet positif sur le secteur et sur le secteur industriel au sens large. C'est pour ça que je vous ai dit, on a une ambition qui est quand même assez on va dire, assez importante, qui est d'être l'employeur préféré du secteur industriel, pas seulement du secteur cimentier, mais de l'industrie marocaine. Parce qu'il faut des entreprises, et c'est notre rôle social de montrer l'exemple, de nous battre pour que les choses évoluent. Voilà. Oui. Très clair, très clair. Sophie Lambert, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre. On sait qu'on a deux grands secteurs à prédominance masculine, le IT historiquement et le secteur du BTP du ciment. Je viens d'avoir un message de Leila Ben Salah qui a un contretemps et qui doit nous quitter malheureusement. C'est vrai que nous aurions vraiment aimé l'écouter, même si le secteur d'aéronautique traverse quelques difficultés, on le sait. On aurait bien aimé qu'elle reste avec nous pour partager son expérience. Ça sera pour une autre fois. Madame Salah, en tout cas, merci de votre temps. Puis on espère la revoir une autre fois. Sophie Lambert, par rapport à ce qu'on vient d'écouter, par rapport aussi à votre étude, est-ce que vous pouvez faire des rapprochements? Oui, c'était très, très intéressant et je pense que c'est surtout le fait que les deux secteurs de la IT et du ciment, du BTP, ont vraiment fait une analyse des contraintes des femmes pour accéder au secteur et évoluer dans leur propre secteur. Et je trouve que c'est très encourageant. Comme Malika a illustré le fait qu'il faut souvent juste formuler des réponses très pragmatiques, les toilettes, les vestiaires, c'est ça. Et je tiens aussi à souligner le fait que quand un secteur s'adapte et devient plus divers pour inclure les femmes, en fait, ça améliore souvent aussi la condition des hommes dans le même secteur. Donc, en fait, on pense souvent, bon, le secteur, il est trop pénible pour les femmes, mais en fait, il est pénible souvent aussi pour les hommes. On ne doit pas oublier ça aussi, que c'est quand le secteur s'adapte et devient plus divers, il est vraiment, comment dire, il devient plus agréable pour tous et tous, pour les hommes qui sont souvent aussi des pères, qui sont souvent aussi malades, etc., etc. Donc ça, je trouve que c'est très important.
Je trouve que oui, les secteurs, ils ont formulé des solutions qui touchent vraiment aux causes aussi que nous, on a identifiées dans notre étude. C'est vraiment les normes sociales discriminantes, aussi le poids, comment dire, le poids des contraintes familiales. C'est comment dire, très contraignant. Et voir que les entreprises formulent des solutions, c'est très encourageant et c'est très important. Les rôles modèles aussi, je tiens à souligner, ça revient aussi aux stéréotypes et au grand besoin de casser les stéréotypes. Le problème avec les stéréotypes, c'est pas qu'elles ne sont pas vraies. On peut avoir des femmes qui veulent se réaliser en tant que mère et il n'y a rien comment dire, c'est un choix qu'il faut aussi respecter. Le problème avec les stéréotypes, c'est qu'ils racontent juste une histoire. Et il faut multiplier les histoires et les narratifs autour de ce qui est possible être en tant que femme. Et les rôles modèles, c'est ça aussi l'important, c'est de multiplier les histoires, le narratif, donner une vision tellement diverses des possibilités et élargir le choix de ce qu'on peut être en tant que femme au niveau professionnel et personnel. C'est vraiment ça, Sophie Lambert, hein, c'est vraiment cette plateforme même d'échange interentreprises Morocco for Diversity et justement là pour ça, parce qu'à travers la libération de la parole des femmes, à travers la prise de parole régulière des femmes, ben justement c'est une occasion pour partager, pour inspirer, pour décloisonner les esprits. Je reviens à vous, Asma Oudreri, vous avez parlé de votre certification EDGE et ça aussi c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire quand des entreprises se posent à elles-mêmes quelques contraintes et quelques challenges, c'est aussi pour se dépasser, c'est aussi pour progresser. C'est vrai que ça semble assez contraignant, hein. Évidemment, quand on entend parler de certification, on sait quelles sont les obligations aussi des organisations pour réussir ces certifications-là. Donc vraiment, je vous félicite de l'avoir et d'avoir gardé cette parité de 44% que vous avez dit depuis 3 ans. Est-ce que par rapport à toutes les actions que vous avez menées, internes, externes, par rapport à l'encouragement de votre écosystème, est-ce que vous pouvez nous parler aussi concrètement de la valeur ajoutée sur votre entreprise, des actions de rétention, des actions de recrutement chez Capgemini? En fait, je voudrais revenir sur la question de la certification. C'est vrai que ça paraît contraignant, mais en tout cas, vraiment de mon expérience, ça a été quelque chose aussi d'éclairant. C'est-à-dire que, en fait, on se rend compte que ça ne peut pas se faire tout seul. Malika le disait tout à l'heure, en fait, c'est comme si on met en fait, finalement l'entreprise un peu sous tension. Et donc, mettre voilà, des ambitions avec des objectifs qui sont clairs, ça permet vraiment voilà, de garder cette vigilance. Ce n'est pas acquis, c'est pas quelque chose, une fois qu'on l'a fait, ça y est, c'est là. C'est vraiment, ça nécessite voilà, un effort quotidien, enfin, vraiment en permanence, voilà, cette attention portée là-dessus. Donc, je voulais dire ça et notamment aussi, parce que j'ai vu une réaction au niveau du chat, notamment sur l'analyse des écarts de salaire. Par exemple, c'est vrai qu'avant d'avoir la certification EDGE, moi, je n'avais pas forcément porté une attention là-dessus parce qu'on a des grilles extrêmement, voilà, extrêmement claires, extrêmement voilà, équitables. Enfin, on a une équité interne extrêmement forte. Et en même temps, ça nous a obligés donc, à monitorer, à aller mesurer ce gap. Et en fait, on s'est quand même rendu compte qu'à un certain niveau, il pouvait y avoir, voilà, en fait, on est très bon quand on est en dessous de 5%. Et donc, sur certaines populations, on était à 4 ou à 5. Mais pour nous, c'était déjà trop. Et donc, ça s'explique par l'ancienneté, évidemment, voilà, la seniorité, mais ça s'explique également par la tenue de rôles plus techniques ou plus experts chez les hommes. Et donc, donc, on va retrouver, même si on est dans un secteur technique, on va retrouver les collaboratrices qui sont plutôt sur des fonctions d'AMOA, de BA, de testing, ou alors de product owner, de Scrum. Et finalement, évidemment, en termes de, on va dire, c'est du management de produits. Ouais.
Oui. Voilà. Et en termes de hot skills, on va retrouver plutôt ça chez les collaborateurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller aussi là, de porter l'attention aussi à la fois pour réduire l'écart, évidemment, et aussi de dire qu'elles peuvent aussi faire des carrières en tant qu'architecte, elles peuvent faire des carrières en tant que voilà qu'expert, que référent technique, etc. Donc c'est là où évidemment les rôles modèles aussi jouent un très grand rôle pour d'inspiration et de dire ok c'est possible, je peux y arriver aussi. Voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens de mes différentes expériences en matière de politique genre. Pas de secret, il faut se challenger, il faut se mettre une ambition forte, des objectifs. Et voilà, je pense que c'est fondamental et c'est ce qui nous permet aussi même de challenger les décisions en interne. C'est de dire attention, regardez, on en est là. Et c'est pas. Parce qu'on a l'impression parfois que tout va bien, mais ok, ça va, mais voilà, on peut pas se relâcher, on peut aller encore plus loin. C'est certain, c'est certain. Et d'ailleurs, on l'a vu avec ce recul ces dernières années, avec les chiffres qu'a partagé avec nous Sophie Lambert. En fait, rien n'est vraiment jamais acquis pour les femmes. Les choses peuvent reculer à n'importe quel moment si on n'est pas vigilant, même à compétences égales, bien évidemment. Et on l'a vu avec cette crise de Covid-19. Est-ce que vous avez, Madame Asma Oudrini, je vous pose la même question que j'ai posée à Malika Youssoufine. Est-ce que vous avez senti que vous avez tiré vers le haut votre secteur? Est-ce que vous avez imposé en quelque sorte des certifications ou des gestes forts, ou imposer, influencer votre écosystème pour le tirer vers le haut sur la question de la diversité du genre? Bon, on est pareil, on est la première ESN au Maroc, hein, on est la première structure des 1800 collaborateurs. Donc forcément, pareil, bon, on est regardé. Après, je pense que nos concurrents les plus directs, qui sont aussi des multinationales, même si elles sont peut-être à moindre taille, font aussi des efforts, je pense. Alors, honnêtement, je ne saurais pas dire si on porte, mais en tout cas, on partage nos initiatives. Voilà, on a des rencontres régulières en tant que RH au sein de l'APB notamment. Et donc, voilà, je pense qu'ils font autant. Après, c'est un phénomène voilà, qui nous concerne tous dès qu'on parle seniorité. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est important cette question-là. Je vous remercie de votre transparence. C'est cette question d'émulation collective. Parce que si on fait des choses, et c'est vraiment le but de ce webinaire, hein, qui va être partagé après, qui va être relié par CGEM et IFC, parce que le but, c'est vraiment de partager. Si on est dans cette logique de partage, de générosité, on va certainement inspirer, on va certainement… Et puis, il y a des bonnes pratiques finalement, comme on a dit plus tôt, des bonnes pratiques à petite échelle comme à grande échelle. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a une série de solutions qui sont mises en place jour après jour. J'ai entendu dire d'ailleurs, pardon, une grande dame dire ok, on a la journée des droits de la femme, mais que faisons-nous les 365 jours? Et c'est vraiment la réponse. Ce sont les actions du quotidien, c'est les petites actions. Il n'y en a pas. Voilà, c'est bien d'avoir cette journée-là, ce mois-là pour célébrer, pour fêter, pour mettre en avant et mettre en visibilité ce qu'on fait, partager et puis mettre en valeur nos femmes. Et en même temps, voilà, on se rend bien compte que c'est vraiment les petites actions, les baby steps, comme on dit, qui nous permettent voilà, de construire petit à petit, de détricoter aussi les stéréotypes et d'atteindre de bons niveaux de résultats. Et même si on sait, que tout doit aller de pair pour que ça aille plus vite, mais votre action et votre contribution est très importante. On revient chez vous, Malika Youssoufine, quelque part presque pour un mot de la fin. On s'oriente progressivement vers la fin de ce webinaire. Les leçons apprises. Les leçons apprises. Je sais que vous avez une longue carrière. Probablement que vous avez encore plein de choses à partager avec nous, mais c'est vrai que le temps joue avec nous, hein. On doit terminer à 16h30. Dites-nous quelles sont les choses que vous avez apprises, quels sont les défis aussi qui restent à relever chez Lafarge Holcim Maroc. C'est un long chemin. On n'est qu'au début. Ce qui est bien, c'est qu'on a commencé. Effectivement, on a mis l'entreprise sous tension et qu'on a, on va dire, une forme de mouvement général qui démarre et qu'il faut maintenir.
mes collègues hommes sont intéressants parce que l'un d'entre eux a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, tu sais, je pense que le fait que les hommes ne voient pas qu'il y a un problème, ça fait partie du problème. Et puis, puisqu'on fait partie du problème, il faut qu'on fasse partie de la solution. Donc, on parlait tout à l'heure de mon collègue, donc directeur industriel, qui a le gros périmètre de Lafarge Holcim Maroc, parce que c'est ça notre cœur de métier, les directeurs d'usine, mais aussi en dessous des directeurs d'usine, parce que quand on a commencé à faire nos réunions de sensibilisation et les ateliers sur la diversité, etc., une grande partie des gens, les hommes et les femmes d'ailleurs, disaient ah, oui, c'est très important, l'égalité, il faut que les femmes soient présentes. Les femmes disaient oui, elles sont très bonnes, elles sont compétentes. Nous, on apprécie beaucoup les femmes. Puis au bout d'un moment, les gens me disaient mais vraiment, Zama, il n'y a pas d'autre endroit que l'usine pour qu'elles aillent travailler. Quand même, l'usine, c'est pas terrible. Elles peuvent aller dans les pros, elles peuvent aller faire beaucoup de choses. Et puis des gens qui avaient des filles disaient moi, je ne sais pas si je voudrais que ma fille elle travaille dans une usine. Ah, du coup, il a fallu gratter pour comprendre pourquoi, comment, etc. Et il y a beaucoup de biais sociétaux, de sentiments que les femmes vont être dans un milieu où elles vont être maltraitées, qu'elles ne vont pas pouvoir se marier, qu'elles ne pourront pas faire d'enfants, que si elles font des enfants, elles vont avoir des problèmes, enfin, des tas de raisons qui doivent tout doucement être déconstruites. Et ça va passer effectivement par la preuve. Et la preuve, c'est toutes ces jeunes femmes que nous avons aujourd'hui. Certaines se sont mariées, ont fait des enfants, d'autres sont encore des jeunes femmes célibataires. Mais toutes ces dames-là vont normalement servir, on va dire, d'exemple à toute l'entreprise. À ceux qui y croyaient, ceux qui n'y croyaient pas, ceux qui regardent, ceux qui se disent je le savais, ceux qui disaient c'est pas possible, ça marche. Et puis à l'extérieur, pour toutes leurs consoeurs qui sont aujourd'hui étudiantes, ou au collège ou en pré-bac, etc. Parce que voilà, il faut qu'il y ait une espèce de prise de conscience que tout est possible. Et on a d'ailleurs construit une partie de notre démarche de cette année, au-delà du projet ensemble, puisque c'est une continuité, sur cet élément-là, Holcim Mumkin. Cette partie-là, je vais partager avec vous et c'est notre sujet de la fin pour moi. Pardonnez-moi, je ne suis pas, si je vous vois, si vous me voyez, c'est bien. On voit. Que vous me voyez. Voilà. Oui. Voilà, Holcim Mumkin, c'est tout est possible. Tout est possible en interne pour les femmes, pour dire que c'est possible, il y a une carrière à faire, il y a des choses à faire et l'entreprise est là et elle est porteuse pour ça. Et tout est possible aussi pour toutes les dames qui sont riveraines de nos usines et qui souvent sont dans des milieux très défavorisés. Elles sont quelquefois analphabètes, mais c'est elles les premières qui poussent les enfants à l'école, mais qui sont souvent chefs de famille. Et donc, on veut absolument que l'écosystème autour de nous fonctionne, parce que sinon, c'est très compliqué. On se bat contre des géants et il faut pousser de partout. Et c'est très bien qu'on soit plein de femmes et plein d'hommes dans plein d'entreprises différentes et dans plein de secteurs différents à travailler sur la diversité, parce que c'est ce mouvement collectif qui va faire évoluer les choses progressivement. Et c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Voilà. Exactement. Sur ça, hein, je rebondis sur le hashtag Holcim Mumkin et ça rejoint aussi le hashtag Morocco for Diversity. Hein. Merci Malika Yousfine de nous offrir cette belle transition vers la campagne médiatique que lance la CGEM et l'IFC puisqu'ils sont partenaires depuis un certain temps. Mais c'est vrai qu'à travers ces webinaires, c'est aussi un appel à la mobilisation des entreprises. Et je rejoins ce que vous avez dit, il n'y a rien de plus fort que la preuve. Et la preuve, on l'a à travers des vidéos, la preuve, on l'a à travers des témoignages, la preuve, on l'a à travers des photos de femmes justement qui sont là, qui agissent et qui font. Et c'est vrai que cette initiative Morocco for Diversity, dont le visuel est partagé là, c'est un lancement, c'est un appel à manifestation. C'est vrai que ça se fait et ce n'est pas une raison. D'ailleurs, un des participants a dit cette semaine de la célébration et cette journée de 8 mars de la célébration des droits des femmes est une occasion de rappeler qu'est-ce qui se fait les 364 jours. Je suis d'accord et en même temps, il n'y a pas besoin de rappeler. Ça doit se faire tous les jours et ça se fait tous les jours. C'est vrai que cette célébration est symbolique et cette plateforme, effectivement, Morocco for Diversity, encourage toutes les entreprises qui nous suivent hein, à travers en live ou de manière enregistrée à partager par email et là, vous aurez sur l'affiche, hein, si vous voulez noter, l'adresse email rse@cgem.ma, une vidéo
une vidéo. Alors, elle peut faire 40 secondes maximum. Cette vidéo montrera l'engagement de chaque entreprise en faveur soit de l'amélioration des possibilités de garde pour les femmes qui ont des enfants et de congé parental, soit l'application au sein des entreprises des politiques d'égalité salariale et de lutte contre le harcèlement sexuel, soit les politiques, et là aussi, qui sont très à la mode de par le monde et depuis des années, d'encourager les femmes, les achats auprès de prestataires qui sont dirigés par des femmes ou dont l'actionnariat est féminin, parce que c'est comme ça aussi que l'entrepreneuriat féminin peut se développer, les TPE comme les PME. C'est vraiment ça, c'est vraiment, on cherche ce discours par la preuve dont a parlé Malika Yousfine et qu'a abordé aussi Asma Oudriri, parce que c'est que comme ça qu'on peut évoluer. Donc, ce concours, ce mini-concours, ça montrera les exemples d'engagement interne et externe que les entreprises peuvent proposer envers leurs salariés. Donc, vraiment, c'est un appel à manifestation d'intérêt, c'est un appel à participation des entreprises qui nous écoutent. C'est très, très simple. Toutes les entreprises qui font de la promotion, qui font des actions de promotion de la diversité des genres dans leurs locaux, partagez avec nous vos vidéos et envoyez-nous par mail sur le lien qui est affiché vraiment devant vous, rse@cgem.ma, et toutes les vidéos sont les bienvenues, bien évidemment. Les questions d'apparition publique, vous savez, à chaque fois qu'une femme s'exprime dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est aussi un appel que d'autres femmes le fassent, c'est aussi un encouragement que d'autres femmes le fassent. Je sais dans les études qu'on a menées depuis des années que la prise de parole des femmes reste très secondaire par rapport à celle des hommes, là aussi parce qu'il y a plein de choses, il y a le syndrome de l'imposteur, les femmes ne se sentent pas légitimes à leur place, etc., etc. Donc tout ça, le fait que des femmes osent briser des tabous et briser des choses convenues et acceptées depuis longtemps, finalement, ça va encourager d'autres de le faire de manière positive aussi. Alors, bien évidemment, je remercie nos panélistes. Je remercie Sophie Lambert, ONU Femmes, je remercie Asma Oudriri pour Capgemini, je remercie Malika Yousfine pour Lafarge, Holcim Maroc, de leur générosité, de leur temps, à la fois le temps de préparation de ce webinaire, mais aussi le temps pris sur leur carrière, le temps pris personnel et professionnel pour vraiment être avec nous aujourd'hui dans ce forum ouvert. C'est vraiment un bonheur de vous avoir, c'est un bonheur de vous écouter. C'est vrai que grâce à votre engagement, cette plateforme est active, est réelle et vivante, donc elle ne peut pas l'être sans vous. Et puis, vraiment, s'il faut le rappeler, que CGEM et IFC, c'est leur deuxième rencontre. Comme ça, sur ce deuxième rencontre digitale via Zoom, la première a porté sur la question des voies stratégiques pour favoriser la diversité des genres. Cette rencontre a parlé davantage du recrutement et de la rétention dans des secteurs non conventionnels et pour des métiers masculins. Évidemment qu'il y aura d'autres thématiques qui vont être traitées dans les mois à venir. Il y aura peut-être aussi d'autres formats, d'autres workshops. Donc, restez connectés avec nous, restez connectés plus nombreux. Le but, c'est vraiment de continuer le dialogue, de continuer le partage, de continuer la formation, de co-construire ensemble des choses pratico-pratiques, faciles à mettre en place, parce que cette question de facilité va encourager sans doute les entreprises aussi à le faire. Il suffit de commencer. C'est toujours des fois le premier pas qui est difficile, mais après le deuxième et le troisième viennent naturellement. Continuez s'il vous plaît pour encourager cette cause de partager le hashtag Morocco for Diversity. Vraiment, j'étais ravie et honorée. La question des femmes, évidemment, me touche en tant que femme, en tant que maman de 2 garçons, en tant qu'entrepreneur. Ça me touche. Donc, je suis ravie à chaque fois qu'il y a des victoires pour les femmes et des victoires au nom des femmes et des avancées dans notre pays et ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on évoluera ensemble. Toute la société évolue avec ses 2 jambes. Donc, on a aussi bien besoin de la jambe féminine que de la jambe masculine. Et c'est comme ça qu'on avancera vite et bien. Donc, merci beaucoup pour votre attention. C'était un réel plaisir. Je crois que j'ai tenu les temps, 16h28 minutes, quelques secondes. Vous avez effectivement, les panélistes peuvent continuer. Je pense qu'elles sont présentes sur les différents réseaux sociaux. Vous pourrez les contacter sur leur profil LinkedIn notamment. Et puis, elles se feront sans doute un plaisir de vous répondre. Merci à toutes et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.